Donc effectivement, je vais vous présenter une conférence qui porte le titre « Où sont les femmes en architecture ?» Ça devrait durer à peu près 40 minutes. Puis je vous promets de vous parler de quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler. Où sont les femmes en architecture? Est-ce qu'elles sont présentes dans cette tour aux formes organiques dont le concepteur a ouvertement dit s'être inspiré de Beyoncé dans son clip Ghost? Ou bien dans cette affiche présente dans les magazines d'architecture qui comparait les tailles de sous-vêtements en métrique et impériale des femmes pour aider messieurs les architectes dans leur conversion? Ou bien dans cette maison de Henri Van de Velde qui a aussi designé les vêtements que sa femme porterait à l'intérieur de sa maison sous couvert de projet total pour qu'elle s'intègre mieux au décor? Aujourd'hui, il serait choquant de trouver par exemple un cours d'histoire de l'art mondial ou de théorie culturelle qui n'inclurait pas un seul nom de femme. Et pourtant, c'est régulièrement le cas dans les cours d'histoire de théorie proposés dans les écoles d'architecture. En fait, je me suis rendu compte assez tôt du manque de noms de femmes dans les cours d'architecture après un cours de l'histoire d'architecture moderne où on n'avait cité aucun nom de femme et pire que ça, où on n'avait jamais parlé du fait qu'on ne parlait pas des femmes. Je me sentais un peu révoltée, puis j'étais allée voir le professeur à la fin du cours pour lui dire « Mais pourquoi on ne parle pas des femmes ?» Ce à quoi il avait répondu « Oui, on pourrait, mais c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. » Bref. On n'a pas de cours, on n'aborde pas ces questions à l'école d'architecture, mais dans les autres cours à l'UDM, les questions de féminisme, de genre, de sexualité sont beaucoup abordées. Ce constat nous amène à soulever une question. Pourquoi la présence des femmes dans le domaine de l'architecture est-elle si peu évoquée? Ce à quoi j'aurais deux hypothèses. La première, il n'y avait pas de femmes en architecture. Ou la deuxième, les femmes en architecture ne sont pas reconnues. Si on va voir cette première hypothèse, je vous propose de venir combler les trous des cours d'histoire qui nous faisaient penser qu'il n'y avait pas de femmes en architecture, en faisant un petit survol historique de la place des femmes en architecture. Donc les profs aiment bien commencer par la cabane primitive. On va aller la voir nous aussi, mais d'un nouvel œil. On va regarder le wigwam des sociétés traditionnelles des Premières Nations sur le continent américain, qui étaient en fait des sociétés qui étaient majoritairement matriarcales et où les femmes autochtones étaient gardiennes du territoire. C'était elles en fait qui venaient concevoir les habitats. On peut, dans ce sens-là, dire que c'était les précurseurs de ce qu'on pourra appeler dans le futur l'aménagement. Quelques décennies plus tard, en France, on voit apparaître une femme qu'on peut aujourd'hui considérer comme une architecte, Catherine Brissonnet, qui a pu concevoir le château de Chenonceau, dans la Loire, en France, pour la simple et bonne raison que son mari était parti faire la guerre d'Italie. Elle a fait dans ce château quelques innovations. Elle a notamment réparti les pièces de chaque côté d'un vestibule central qui n'était pas du tout habituel. Elle a aussi utilisé un escalier droit plutôt qu'un escalier en colimaçon. Et donc on se rend compte que lorsque une femme conçoit des bâtiments, elle vient les concevoir différemment que ses homologues masculins. Le château est signé « S'il vient à point, il me souviendra », ce qui veut dire « Si je parviens à construire Chenonceau, on se souviendra de moi ». On s'est souvenu d'elle, mais on ne s'est pas suffisamment souvenu d'elle pour qu'elle fasse sa place dans les cours d'architecture. En Italie, cette fois-ci, une architecte qui venait vraiment signer en tant qu'architecte, Plotia Bricci. Elle est italienne et pourtant Alessandra Ponte nous en a jamais parlé. Ses projets étaient associés en fait à son frère, alors que tous ses écrits en disent le contraire. Elle écrit noir sur blanc: en tant qu'architecte, j'ai réalisé des chapitres surdimensionnés de ma propre main. Et en fait, on l'a délibérément effacé de l'histoire et associé ses projets à son frère pour la simple et bonne raison que c'était une femme. En Angleterre, une figure aussi qui a énormément conçu de bâtiments, Lady Wilbraham au XVIIe siècle, à une époque où en fait les femmes ne pouvaient tout simplement pas concevoir de bâtiments. Elle devait faire signer comme ses plans par un homme, un architecte. Un historien qui a travaillé sur cette femme pendant plus de 50 ans, aujourd'hui lui attribue à peu près 400 bâtiments en Angleterre, ce qui est assez exceptionnel. Et malgré ça, il y a toujours un débat qui continue à savoir si c'est vraiment elle qui a conçu les bâtiments ou si ce ne serait pas plutôt l'homme qui lui permettait de les signer.
Plus proche de nous, Mère Joseph Parizeau, née à Laval, ici, qui a été en fait envoyée sur la côte ouest pour créer des nouvelles communautés religieuses. Et elle a pu concevoir là-bas plus de 11 hôpitaux, 7 académies scolaires, 5 écoles pour des enfants autochtones, un petit peu moins fiers, 2 pensionnats. Son travail est absolument exceptionnel et elle est aujourd'hui reconnue comme une icône aux États-Unis. Elle a même sa statue qui se trouve dans le Capitole à Washington. Et tout ça, ce qui lui a sans doute permis de construire autant de bâtiments, c'est parce qu'elle avait une position d'autorité dans un groupe qui était entièrement féminin, donc une communauté religieuse féminine. Du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle, les femmes travaillaient principalement dans la tradition de l'amateurisme, qui jusqu'au XIXe siècle était associée à l'aristocratie et aux classes supérieures, sans avoir les connotations féminines péjoratives qui lui ont succédé. Donc en fait, les exemples qu'on vient de voir ici, c'est des exemples d'amateurisme, c'est-à-dire que les femmes n'avaient pas reçu une éducation en architecture, puis elles n'étaient pas architectes au sens vraiment de la profession. Mais on va comprendre que depuis la professionnalisation du métier, l'entrée des femmes dans les écoles d'architecture n'a pas été sans embûches, et on va aller voir des exemples de femmes qui sont vraiment rentrées dans les écoles d'architecture et qui étaient donc considérées vraiment comme des architectes. Aux États-Unis, la première femme à être diplômée d'une école d'architecture, et c'était en 1888, Louise Blanchard Bethune, qui a ensuite pu ouvrir son bureau, puis elle a conçu énormément de projets de très grande envergure. Ce n'était pas seulement une femme qui était architecte, elle était aussi féministe. En 1891, une petite anecdote, elle a refusé de participer à un concours d'architecture pour un Women's Building pour la Chicago World's Fair, parce que les femmes allaient être moins rémunérées que les hommes, alors que c'était un bâtiment dédié aux femmes. Donc on comprend le contexte assez difficile de cette époque. Le premier pays européen à avoir admis une femme dans les écoles d'architecture, c'est la Finlande, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est un pays qui est assez progressiste. C'est un des premiers pays qui où les femmes ont pu avoir le droit de vote. Donc c'est signé Hornborg, puis sa réalisation la plus notable, c'est la façade du bâtiment signé Lina. Elle a seulement pu réaliser la façade parce qu'il ne fallait quand même pas trop lui en demander étant donné que c'était une femme. En Angleterre, Ethel Mary Charles, après avoir été la première à graduer d'une école d'architecture, a dû passer au vote pour savoir si on lui donnait le droit de rentrer dans son association d'architectes. Je vous rassure, il y a eu 70 votes qui ont été pour, contre seulement 16 qui se sont opposés. Mais un des membres a quand même dit qu'il serait nuisible aux intérêts de l'Institut d'élire une femme membre. Ensuite, en France, une architecte vraiment une des pionnières la plus notable du 19e siècle, Julia Morgan, qui a été la première femme à être admise à l'École des Beaux-Arts de Paris, qui était en fait américaine. Elle est ensuite retournée travailler aux États-Unis. Elle a fondé son propre bureau. Elle a complété plus de 700 projets, ce qui est absolument énorme sur une carrière. Et elle a designé énormément de bâtiments pour des femmes, notamment des YWCA, donc l'équivalent du YMCA pour les femmes. Elle était aussi très engagée dans la cause féministe. Dans son bureau, elle s'efforçait toujours d'engager des femmes. Et ça lui a valu de gagner posthume la médaille de l'American Institute of Architects en 2014. Puis allons voir chez nous maintenant, c'est seulement en 1925 que la première femme a été graduée d'un programme d'architecture au Canada. Pour vous mettre un peu dans le contexte, au moment de sa graduation, le directeur de département de l'Université de Toronto s'est absenté de sa graduation en guise de contestation, parce qu'il n'était pas content de voir une femme graduée d'une école d'architecture. Ensuite, son association lui a demandé de prouver ses compétences en travaillant pendant 1 an dans un bureau, ce qui n'était absolument pas demandé pour les hommes à cette époque-là. Puis, elle est finalement devenue architecte en 1925. Les deuxième et troisième femmes qui sont devenues architectes au Canada sont toutes deux issues de l'immigration.
respectivement de la Russie puis des États-Unis, ce qui montre que le Canada avait un certain train de retard par rapport aux autres pays et que la profession était beaucoup mieux acceptée dans les autres pays. Donc si on regarde juste une petite frise, on voit qu'il y a énormément de pays qui ont admis, c'est pas exhaustif là, mais qu'il y a énormément de pays qui ont admis les femmes dans les professions avant le Canada. Puis si on va voir le Québec, c'est encore pire, c'est en 1942 que la première femme est devenue architecte au Québec. C'est Pauline Roy-Rouillard. Elle avait d'abord fait une première demande d'admission en 1936 et le directeur rejette sa candidature en raison de l'effet néfaste qu'elle aurait sur les étudiants mâles. Vous vous rendez compte? Je sais pas, 1936, moi, une de mes deux grand-mères était déjà née. Ça me paraît absolument comme... C'est très, très tard dans l'histoire pour entendre ce genre de choses. Finalement, elle a finalement réussi à être admise à l'école des Beaux-Arts et devenir architecte en 1942. Si on regarde juste des petites courbes de l'entrée dans la profession selon les différentes provinces, on se rend compte que les architectes, les femmes sont rentrées assez tard dans la profession au Québec, qui est donc juste cette courbe-ci, mais qu'il y a eu un pic vraiment, une montée en puissance des femmes dans la profession dans les années 70. Mais ce n'est pas seulement le nombre qui a été plus important, c'est aussi la place des femmes au Québec qui a été assez différente que dans le reste du Canada. Alors que dans le reste du Canada, les femmes, elles étaient plus restées dans une pratique qui était majoritairement résidentielle ou du design d'intérieur. Au Québec, les femmes, elles ont pu participer à des grands projets d'envergure. Puis ça, c'est dû au contexte économique et social de la Révolution tranquille dans les années 60-70. Donc on pense par exemple à la place Bonaventure ou à des grands projets de développement urbain où les femmes ont pu participer à ce genre de projet. C'est des projets bien sûr qui demandent de prendre des risques. La place Bonaventure a été conçue par une femme, c'est Eva Vexey, qui a aussi conçu un autre projet beaucoup plus patate chaude, c'est comme ça qu'ils l'ont décrit, mais beaucoup plus controversé. Le projet de la cité Concordia dans le quartier Milton Park, je ne sais pas si vous voyez, c'est là où il y a aujourd'hui le cinéma du parc, qui est un projet en fait qui demandait de raser tout un quartier résidentiel et il n'y a aucun homme qui a voulu se charger de ce projet tellement il était controversé. Et donc, une des seules personnes qui a bien voulu s'en charger, c'était cette femme, Eva Vexey, qui était en fait pour elle une occasion de concevoir un projet d'envergure au Québec. Donc elle a réalisé seulement la phase 1, le reste n'a pas été réalisé pour des raisons qui sont assez évidentes. Il y a eu des énormes contestations suite aux démolitions de quartiers. Donc si on revient à notre hypothèse du début, on se rend compte bien évidemment qu'elle est fausse. On vient de démontrer le contraire, il y avait des femmes en architecture. Si on revient à notre contexte académique et l'absence de femmes du début, je vous lis cette citation. « Au vu de ces omissions flagrantes, on ne peut plus prétendre que le matériel nécessaire n'est pas disponible. Il est là et en abondance, mais pour qu'il trouve sa place dans les programmes d'architecture, pour qu'il sorte de l'étagère de la bibliothèque et qu'il soit réellement utilisé, il faut qu'il y ait un désir de changer de vitesse pédagogique. Il y a des femmes, il y a des écrits sur les femmes, mais les écoles ne leur font pas la place dans les curriculums. Et pourquoi? Est-ce que ça serait parce que les femmes ne sont pas reconnues à leur juste valeur? Une des manières assez simples d'aller regarder la reconnaissance d'une personnalité, c'est d'aller regarder les prix d'architecture. Si on regarde, par exemple, le tableau du prix Pritzker, qui est la plus haute distinction qu'on peut donner à un architecte, on voit énormément d'hommes, évidemment. Puis la première femme, c'est en 2004, et c'est Zaha Hadid, qui est une architecte qui a eu une carrière absolument exceptionnelle et extrêmement innovante. Et pourtant, lorsqu'elle a gagné le prix, et plus tard, au moment de sa mort, on a juste parlé de sa personne. Une diva, une lionne, queen of curve, diva de l'architecture. Bref, on fait juste commenter sur sa personne et jamais sur ses projets. Ce à quoi elle a répondu « Would they still call me a diva if I was a man ?»
Un petit peu avant, si on remonte un petit peu le temps, une autre personne sur qui j'aimerais attirer votre attention, c'est Robert Venturi, qui a gagné le prix Pritzker en 1991. Sauf que derrière Robert Venturi, il n'était pas seul, il y avait Dennis Scott Brown. Ils étaient associés en fait dans un bureau, Venturi, Scott Brown and Associates, et pourtant, tous les projets, tous les écrits de Denise ou du couple ont systématiquement été attribués à Venturi. Elle s'est battue toute sa vie pour que son travail lui soit attribué, mais sans réelle réussite. Elle écrit « Je me suis heurtée à des formes de discrimination lorsque j'ai épousé un collègue et que nous avons commencé notre vie professionnelle au moment où la célébrité l'atteignait. J'ai assisté à sa transformation en gourou de l'architecture sous mes yeux sur la base de notre travail commun et de celui de notre cabinet. On comprend donc qu'elle ne se satisfait pas d'être dans l'ombre de son mari. Le canard, par exemple, qu'on a toujours attribué à Venturi, était en fait l'idée de Dennis. Je me plains au rédacteur en chef qui parle des canards de Venturi, l'informant que j'ai inventé le canard. Mais mes plaintes mettent les critiques en colère, et certains ont développé des hostilités durables contre nous deux. En 2013, un groupe d'étudiants de Harvard se sont rebellés et ont lancé une pétition pour faire reconnaître le prix Pritzker à Denise Scott Brown en tant que co-lauréate, ce qui n'a pas porté ses fruits. Le prix Pritzker a rejeté cette demande en disant qu'il ne pouvait pas attribuer un prix de manière rétroactive parce que c'était plus le même jury, mais qu'il n'était pas encore trop tard, qu'elle était encore vivante et qu'elle pourrait gagner encore le prix. Enfin, bon, on sait très bien que ça n'arrivera pas. À quoi elle a répondu « The petition is my price and it's better than the Pritzker ». C'est cute. Mais en fait, elle fait surtout une critique du star system qui met en valeur une seule personne. Alors qu'on le sait, dans un bureau d'architecture, il y a toujours énormément d'intervenants, il y a toujours énormément de personnes qui travaillent sur un projet. Et le star system va seulement mettre une personnalité en valeur. Un autre exemple de couple dans lequel la femme a été mise dans l'ombre, c'est le couple Eames, dont Ray a été systématiquement mise dans l'ombre, puis on a toujours attribué les projets à Charles Eames. Elle a souvent été décrite par le simple rôle de la femme de Charles, alors que c'était elle-même une designer et une architecte très, très impressionnante. Puis je vais juste vous montrer cette petite vidéo qui montre une interview de Charles Eames où on relève... je vous laisse la regarder. And this morning we would like very much for you to meet this very clever designer of this chair, who is really parents, I believe. Isn't this your first, Charles? We met a long time ago when you were living in beautiful sunny California. There must have been something very important that's brought you to New York. What is it? You know, it'd have to be important to bring us away from home. We're in New York to introduce a new chair for Herman Miller, and we're here so that your home audience can get a first look at it. Fine. Well, we're looking forward to this first look. And did you notice the way Mr. Eames said our and we? Well, that is, of course, because almost always when there's a successful man, there is a very interesting and able woman behind him. And a better case could seldom be found than in Ray and Charles Eames. Come on in, Ray. Hello, I'm so happy to see you. This is Mrs. Eames, and she's going to tell us how she helps Charles design these chairs. How do you manage that? Well, aside from serving as an extreme in the testing, there are a million things. But I think the most difficult thing is to keep the big idea, to be able to look critically at the work. But actually this applies to everyone in the office, including Charles. Yes, well, I think it's almost the best thing to have in a working family is a critical viewpoint of your husband's work so that he can improve along with it. Otherwise, he might be stagnant or stand still, which is certainly not the case with Eames. On voit à quel point la présentatrice essaye de mettre complètement Ray dans l'ombre, puis de lui dire comment tu aides ton mari, alors qu'elle était d'égal à égal une conceptrice autant dans les projets du couple. Ce
qui est assez désolant. Une autre personne que j'aimerais vous présenter, c'est une histoire que je pourrais considérer un peu plus tragique. C'est l'histoire de Eileen Gray, une architecte et designer irlandaise qui a étudié à Londres avant de s'installer à Paris en 1902. Et elle a travaillé en tant que designer. Elle a conçu énormément de meubles qui sont assez esthétiques. Oui, elle s'inspire de l'esthétique japonais, des arts déco et du mouvement moderne. Seulement, elle n'a eu aucune reconnaissance immédiate pour son travail. Une des seules œuvres architecturales de Eileen Gray, c'est la maison E1027, une villa moderne située sur la Côte d'Azur, en France, qu'elle a conçue en collaboration avec son conjoint, Jean Badovici, dans les années 20. Elle était très inspirée par les principes de Le Corbusier, mais elle ne voyait pas l'habitation comme une machine à vivre, elle le voyait plus comme un lieu social. Ici, un plan de la maison, l'intérieur absolument magnifique. Puis Le Corbusier est même allé séjourner dans sa maison. Il écrit « Je serais ravi de raconter combien ces quelques jours passés dans votre maison m'ont fait apprécier l'esprit rare qui dicte toute son organisation intérieure et extérieure, et qui a donné au mobilier et à l'équipement moderne une forme si dignifiée, si charmante et pleine d'esprit. » Bref, il aimait cette maison. Il l'aimait tellement qu'il est allé peindre sur les murs de la maison des fresques inspirées du mouvement puriste sans l'assentiment de Eileen Gray. Eileen Gray, elle a découvert, elle habitait plus dans la maison à l'époque, puis elle a découvert ces fresques dans les journaux dans lesquels Le Corbusier allait publier les photos. Elle était très très en colère, puis aujourd'hui on peut tout à fait considérer que ces peintures, c'est du vandalisme. Il a même osé écrire « Les peintures murales illuminent uniquement les murs les moins agréables de la maison. Les bons murs sont restés blancs. » Après, il semble qu'il ait pris possession de la maison par procuration. Il est revenu régulièrement signer et dater les fresques parce qu'il savait que son nom avait une valeur, puis que s'il écrivait son nom, les fresques allaient rester. Puis tout ça, ça a fait qu'on a longtemps attribué cette maison à Le Corbusier et à Jean Badovici, le mari de Eileen. Puis c'est seulement après la mort de Eileen qu'on a fini par réattribuer la maison à Eileen Gray. Puis aujourd'hui, c'est considéré comme une des premières villas modernes du mouvement moderniste. Si on retourne donc sur notre deuxième hypothèse, les femmes ne sont pas reconnues, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que cette hypothèse est vraie et que les femmes sont délibérément mises dans l'ombre. Elles ne sont pas reconnues parce qu'elles étaient toujours assimilées à des hommes, mais finalement, est-ce qu'elles n'auraient pas une spécificité distincte? Est-ce que la pratique architecturale des femmes ne serait pas différente de celle des hommes? Cette petite citation, « Les femmes, en raison des rôles qu'elles jouent généralement sur le lieu de travail, dans la famille, dans la communauté et dans le domaine public, peuvent-elles vivre des environnements physiques différemment des hommes? Probablement oui. Si c'est le cas, le fait d'exclure les femmes de la conception crée un environnement bâti dans lequel les expériences des hommes sont concrétisées de manière disproportionnée sous forme de bâtiments. » En réponse à ce questionnement, dans les années 70-80, on voit émerger la Women's School of Architecture and Planning. Donc, notre objectif est de créer un forum au sein duquel nous pourrons découvrir et définir les qualités, les préoccupations et les capacités particulières que nous, en tant que femmes, apportons aux professions de l'aménagement et de l'environnement. Donc, c'était un programme éducatif qui était entièrement destiné aux femmes qui étaient intéressées à l'aménagement sous une ambiance un peu de camp de vacances. C'était conçu pour offrir des matières qui n'étaient pas disponibles dans les contextes universitaires et professionnels habituels et qui mettaient l'accent sur des compétences qui n'étaient pas valorisées dans les cabinets à prédominance masculine. Donc, cette école, c'est quand même un grand pas vers l'inclusion des femmes dans l'architecture et dans l'acceptation d'une certaine diversité. Sur ces mêmes questionnements,
Dolores Hayden, une autre femme qui pense que les espaces dans lesquels nous vivons ne sont pas adaptés aux femmes. Elle écrit ce texte intitulé « What would a non-sexist city be like ?» et elle part du principe que les villes américaines sont en fait construites pour des femmes au foyer. Alors que les femmes ont rejoint depuis longtemps les rangs des travailleurs, on a gardé une répartition des tâches domestiques qui était complètement inégale et les villes ne sont pas construites pour faciliter cette gestion des tâches domestiques. Les banlieues sont construites comme des villes dortoirs, avec aucun service à proximité et toujours l'obligation de se déplacer en voiture. Et on le sait, encore aujourd'hui, les femmes ont beaucoup moins accès à une voiture que les hommes. Et donc, elles sont prises à l'intérieur de cette maison, complètement isolées. C'est un questionnement qui est encore vraiment d'actualité. Elle écrivait « Si les architectes et les urbanistes reconnaissent toutes les femmes salariées et leurs familles comme un groupe d'intérêt pour de nouvelles approches de la planification et de la conception, et s'ils rejetaient toutes les hypothèses antérieures sur la place de la femme dans le foyer, que pourrions-nous faire? Est-il possible de construire des quartiers non sexistes et de concevoir des villes non sexistes? À quoi ressemblerait-il? Et elle propose un modèle d'une banlieue américaine réinventée. Donc elle part d'une banlieue traditionnelle, pavillonnaire, avec des maisons sur un terrain beaucoup trop grand. Et elle prône en fait une mise en commun des biens matériels tels que les voitures, les tondeuses, les cabanons de jardin. Et en fait, ça permettrait de gagner toute la place que prennent ces objets qui seraient mis en commun. Et sur la place qui est laissée, elle viendrait en fait créer des nouvelles commodités, donc une garderie, une cuisine communautaire, un jardin. Puis comme ça permettrait aux femmes de concilier en fait le logement et le travail à l'intérieur d'un même espace. Elle va même plus loin, elle dit qu'il faudrait qu'il y ait des travailleurs qui soient sur place et qui soient rémunérés pour effectuer les tâches domestiques. On va finir avec un dernier exemple sur un questionnement similaire. C'est l'architecte Anna Puigdammer qui propose un modèle de domesticité alternatif qui serait une ville sans cuisine. Donc, elle part du même principe que Dolores Hayden. Elle dit qu'on vit dans des appartements ou des maisons qui sont inadaptées, qui sont en fait plus adaptées pour une famille nucléaire moderne. Et elle cherche en fait, elle, à promouvoir une manière plus diversifiée et inclusive d'habiter l'espace. Dans les années 77, on écrivait, Ada Louise Extebo écrivait « Sur le plan professionnel, les femmes architectes doivent encore sortir de la cuisine. Elles sont enchaînées, attachées et condamnées à la maison, à la conception de maison et d'intérieur de maison, au nom de l'efficacité de la conception, de la Gemütlichkeit et de la famille. » En fait, les femmes, même les femmes architectes, sont considérées comme des ménagères glorifiées, puis elles sont encore coincées à l'intérieur des maisons à concevoir des cuisines. Bon, il faut savoir que la cuisine, c'est la première chose d'une maison qu'on vient rénover, donc le travail d'une femme, elle va toujours partir en premier. Et donc, elle propose ce modèle de kitchenless city, dans lequel, déjà, elle vient répertorier tous des logements qui étaient faits à New York entre 1871 et 1929, qui n'intégraient pas de cuisine. Puis, en fait, les cuisines étaient remplacées par des cuisines communautaires qui permettaient d'avoir un lieu plus social. Puis, elle vient même créer ses projets de la même manière, où dans les logements, il y aurait peut-être une petite kitchenette, mais toutes les commodités, la cuisine communautaire se trouverait au rez-de-chaussée. Elle prône aussi des appartements qui sont plus flexibles, qui peuvent se réadapter à différentes situations. Et au rez-de-chaussée, il y aurait aussi des garderies, des restaurants, des cliniques, pour vraiment aider une meilleure intégration du travail et du logement. Je vais vous laisser avec quelques chiffres ici au Québec. En 2022, l'OAQ avait sorti cette étude. Donc, il y avait 65% des femmes des graduées qui étaient des femmes. Ce qui donne bon espoir pour le reste pour l'avenir de la profession. Mais par contre, si on vient un peu sur les femmes architectes au Québec, où elles se situent,
on voit qu'elles sont encore très peu présentes elles sont encore très peu des patronnes de bureaux, c'est encore majoritairement masculin. Puis elles sont énormément présentes dans le secteur public et parapublic, qui est un secteur qui ne permet pas forcément d'aller faire sa place dans les magazines d'architecture, par exemple. Puis je vais vous laisser avec cette dernière citation. « Malgré la nature impressionnante de l'œuvre produite par les femmes connues, nous ne devons pas considérer la visibilité de quelques-unes comme une marque évidente de progrès. Ce n'est pas négligeable car revendiquer sa condition de femme dans l'architecture n'est pas simplement une affaire de parité numérique. Il s'agit en effet d'une stratégie de réflexion plus vaste sur ce que signifie être architecte aujourd'hui. » Voilà, merci de m'avoir écouté.